Je m'appelle Sébastien Béquignon, je ne suis pas sûr que tout le monde ici me connaisse. Je travaille sur une petite association qui s'appelle La Caserne Bascule, notamment aujourd'hui à Joigny, et sur une autre association qui s'appelle Renaissance Joigny, où notamment on organise les états généraux de l'agriculture alternative, notamment une première fois en 2022 et la prochaine fois en 2023. Pour commencer, parce que c'est pas pour moi qu'on vient, c'est pour les intervenants, j'aimerais simplement vous proposer de prendre chacun peut-être 2 minutes pour vous présenter. 2 minutes? Alors j'ai une voix qui est un peu cassée, donc 2 minutes, ça risque d'être un peu long. Ouais, Si, donc, si c'est moi, ça fait du rap pour les autres. alors je suis Brice Godard, je suis photographe, réalisateur, caméraman, enfin je touche un peu à tout dans l'audiovisuel. Alors je suis iconais de par mes grands-parents qui étaient dans l'agriculture aussi, qui avaient une ferme du côté de Saint-Florentin, mais je suis né en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Et j'ai eu la chance, le privilège de voir le récif, les animaux, nager avec les requins, voir les dauphins, les baleines, et j'ai pu voir sur ma vie, donc là j'ai 37 ans, j'ai pu voir à mon échelle en fait la disparition de beaucoup de ces espèces. Ça m'a donné envie de faire des documentaires que j'autofinance en travaillant avec des compagnies pas très qui font l'inverse de ce que j'ai envie de faire entre guillemets. Et j'ai eu un gros déclic pour une commande au Cambodge pour un aéroport où ils ont décidé d'allonger la piste et de détruire des hectares de mangroves en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre beaucoup plus de pognon dans mes productions et de temps. Voilà. Merci. Oui, moi c'est Yannick, moi je suis déjà pas mal de présenté dans le film. Autrement, peut-être mon parcours un petit peu. Je suis issu de famille de maraîchers depuis quelques générations et j'ai 3 enfants qui continuent, donc c'est pas mal. Sinon, je suis passé en bio au début 80, donc j'ai quand même participé à la première vague de bio, qui était très importante en Bourgogne, avec notamment Lyon comme département moteur. Du coup, ça a beaucoup avancé d'un seul coup après, mais quand j'ai commencé au début, c'était pas comme maintenant, on était vraiment tout seul, on n'avait pas d'informations, rien, on partait à l'aveugle. Et on n'était que vraiment autodidacte et il fallait se débrouiller tout seul, quoi. Puis après, la semence, bah, c'est venu un peu bizarre parce que j'ai travaillé, j'avais pas mal de restaurants qui me prenaient des légumes parce qu'ils trouvaient que c'était pas mal. Et j'avais jusqu'à 16 restaurants, donc beaucoup d'étoilés, mais bon, en Bourgogne, il y en a beaucoup, hein, c'était principalement Bourgogne. Enfin, c'était au-delà de la Bourgogne quand même. Mais voilà, puis après, c'était avec les mini-légumes, après ça s'est généralisé, donc je suis parti, j'ai arrêté parce que ça me gonflait un peu, il y avait de tout, n'importe quand, enfin, c'était devenu un business, donc ça me plaisait plus. Et j'ai quelques restaurateurs qui m'ont dit, il faut que tu nous trouves des bonnes variétés, autre chose de ce qu'on trouve partout. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à retrouver des variétés, principalement à l'étranger, parce qu'à l'époque, en France, il n'y avait pas Cocopelli, il n'y avait rien du tout encore, c'était encore bien avant, hein. Et donc, j'ai trouvé quand même des adresses avec des connaissances à l'étranger, en Italie notamment et au Canada. Et j'ai récupéré des variétés comme ça, mais je ne pouvais pas les racheter non plus tous les ans. Donc, en fait, c'est à cause de ça que je me suis remis à la semence. Donc, c'était pas prévu du tout, en fait, dans mon parcours au départ, quoi. Mais par contre, une fois que j'ai mis les pieds dedans, c'était fini, hein. Maintenant, il n'y a plus que de la semence. Et chez ma fille Karine, qu'on a vue sur le film, là-bas, c'est 100% production de semences. On ne produit pas de légumes, c'est que de la semence. Donc, on a des contrats avec des entreprises semencières à grosse semence. On a eu avant Terre de Semences, avant Cocopelli, puis Cocopelli, qui est né au Mal de Beaulieu chez Pierre Rabille. Notre première réunion des paysans, c'était là-bas, pour monter le Cocopelli au niveau production. Donc voilà, pour compléter ce que vous avez vu là. Je vais m'arrêter, mais sinon j'en ai pour la journée. On n'arrête plus. Eh ben, bonsoir. Moi, je m'appelle Laure Saint-Hillier, et donc vous venez de voir mon film. C'est un moment drôlement important parce que c'est la première fois qu'il est projeté dans un cinéma. Il sortira en 2023, en fait. Il n'est pas encore sorti. Donc, vous êtes vraiment les tout premiers spectateurs. Ah, merci. Ouais, non, ouais, c'est hyper touchant. C'était une très belle projection. Donc, merci, merci au festival. Et, voilà, moi je suis plasticienne et donc réalisatrice. J'habite à Besançon et j'habite sur une ferme en agriculture, mais ça vous le savez déjà. Euh, voilà, c'est un film que j'ai développé. J'étais productrice aussi avant
Et j'ai décidé pour ce film-là de ne pas rentrer dans les chemins de production classiques. Je l'ai fait avec une association. Et donc j'ai essayé de trouver une cohérence entre les gens que je filmais et moi, la manière de produire ce film. Donc d'être plus dans l'autonomie et dans des circuits plus courts. Et voilà, ça doit faire 2 minutes. Je vais sans doute être moins longue, enfin, j'espère. Je représente une des 2 associations qui a produit le film de Pascal Delagneau, Chemin de terre et d'eau. Nous, ce qui nous a motivés depuis 4 ans déjà que Pascal a commencé ce travail avec nous, c'est justement de produire en tant qu'association ces films à usage du soutien et de la promotion de l'agriculture biologique. Et comme tu l'as dit, Yannick, effectivement, le département de l'Yonne a été parmi ceux qui ont aidé à faire émerger la bio en Bourgogne, en tout cas. Et on a cette chance. Et donc, on a encore, et on voulait au départ, en tout cas, filmer ces pionniers de la bio dans l'Yonne. Alors, vous avez vu l'un d'eux, qui se trouve être l'oncle de Pascal, Jean-Michel. Et pour nous, c'est très important, ces témoignages des premiers et les difficultés qu'ils ont rencontrées aussi. Et puis surtout, ce qu'on tient à, parce qu'on est une association, des associations de protection de l'environnement, c'est de faire comprendre à quel point ce qu'on fait au niveau du sol, non seulement le sol lui-même le ressent et en pâtit éventuellement, mais aussi l'eau, mais aussi la biodiversité, mais aussi ce qui nous nourrit, l'air qu'on respire, au-delà de l'eau qu'on boit, ce qu'on mange tous les jours. Tout ça fait un tout. Le climat y participe aussi. Le climat aussi est partie prenante de ce cycle de la vie que vous avez si bien mis en exergue dans votre film. Voilà, pour nous, c'est important de faire toucher ce concret-là aux gens. Et je pense que beaucoup y sont sensibles, en tout cas. Enfin, nous l'espérons. Merci. Oui, alors moi je représente Yonne Nature Environnement. Donc on a essayé de trouver des sous pour faire ce film. Donc il fallait qu'on s'associe avec une autre association. Naturellement, on a fait avec Adeni parce qu'on travaille ensemble tout le temps. Et puis après, on a essayé de trouver des sous ailleurs. Alors on a raclé les fonds de tiroir au démarrage, mais on a eu une bonne fée qui est dans la salle, que je remercie beaucoup, qui a tout fait pour nous débloquer une somme. Alors c'est pareil, je vous rejoins, pas forcément très vertueux, mais moi je pars du principe qu'il faut prendre l'argent là où il est. Et donc on a rassemblé cette somme d'argent et on a donné finalement la feuille de route à Pascal en lui donnant carte blanche sur tout ce qu'il avait envie de faire et de dire. Voilà. C'est une super transition. Merci beaucoup, Catherine et Sylvie et vos associations. Et merci beaucoup à tous d'être venus. Merci beaucoup au Festival des Possibles et au Cinéma Confluence pour la qualité de la projection, puisque c'est la première fois que nous avons donc notre film projeté sur un si bel écran. Voilà, donc alors moi je suis réalisateur de courts-métrages indépendants et on va dire un petit peu tout terrain. Voilà. Donc entre film d'entreprise, communication, documentaire de création, clips musicaux. Donc voilà, donc dans ma recherche, en fait, je suis à la recherche d'un équilibre entre art et nature. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'essaye de faire. Et donc là, cette fois-ci, donc c'était un film militant pour la protection de l'eau. Donc, mais je reviens simplement sur mon expérience sur la question de l'eau. En fait, j'ai déjà réalisé des films sur la question, sur des sujets différents. Donc un film il y a très longtemps déjà, en 96, qui s'appelait L'eau menacée. Donc là, c'était la pollution en banlieue, en ville. Et donc c'était plutôt sur les problèmes de décharge sauvage, les hydrocarbures, les produits des ménagers, donc tout ce qu'on peut mettre dans l'eau. Donc c'était pas du tout sur l'agriculture. Et donc, mais on m'avait dit à l'époque, mais vous aussi, vous polluez, parce que moi je suis originaire de la campagne,
Et donc, on a notre pollution à nous, qui est les pesticides. Donc ça c'était un film qui s'appelait L'eau menacée. Puis ensuite, il y a 5 ans, j'ai réalisé un autre film qui s'appelle Pour l'eau, cultivons autrement. Et donc ça, c'était avec la plaine du Saule. Donc c'était les nouvelles techniques défendues par le gouvernement sur ce qu'on appelle agroécologie. Donc c'est mieux, il y a un progrès, on est sur la conservation, sur la protection des sols. Et c'était avec les vers de terre, en fait, les fameux vers de terre, pour redonner du vivant au sol. Et d'ailleurs, c'est un film qui avait été primé il y a quelques années. Donc, c'est une solution très intéressante, mais on trouve, nous, qu'avec la bio, on va plus loin. Voilà, qu'on est vraiment plus performant. Voilà, donc, bon, après, on parlera de la suite, du film plus particulièrement. Merci. Merci. Donc moi, je suis Christophe Saillé, je suis ingénieur d'études eau environnement et je travaille dans Lyon et les départements limitrophes. Et donc moi, à travers le travail que je fais au quotidien, je gère des dossiers en fait sur l'eau, sur la qualité de l'eau, en travaillant soit avec les collectivités territoriales, donc celles qui gèrent notre distribution, enfin la distribution, la production de l'eau potable que l'on a au robinet tous les jours, ou sur d'autres thématiques en fait liées à l'eau, que ce soit en fait les cours d'eau ou les plans d'eau que l'on peut avoir un peu partout. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Du coup, tous les films qui ont été présentés là dans cette dernière série, soit ont été faits par des réalisateurs qui proviennent de Bourgogne-Franche-Comté, soit sur des thématiques qui sont de la Bourgogne-Franche-Comté. Comment est-ce que aujourd'hui vous vivez un peu dans votre territoire? Quelle est un peu la particularité? En fait, quel est votre lien avec la Bourgogne-Franche-Comté et qu'est-ce que vous espériez voir dans quelques années, voir apparaître? Il y a un micro là. Je vais me lancer. Mon grand rêve dans Lyon, c'est de rouvrir tous les captages qu'on a fermés pour cause de pollution. C'est quand même le bien commun, quoi. Ben, forcément, les agriculteurs ont leur rôle à jouer. Et du coup, en plus de ça, moi, je trouve qu'il y a tout le travail des haies qui est aussi hyper important. En fait, ce qui est important de soutenir, c'est la biodiversité. Et c'est ça, c'est ce qu'on voyait hier avec la fabrique des pandémies. C'est trouver un équilibre dans l'écosystème. Donc ça part, c'est valable pour la Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est valable pour le monde, quoi. On a besoin de biodiversité, donc de semences paysannes, pas de semences hybrides, qui vont du coup nous et de l'agriculture bio, qui voilà, c'est vraiment un tout, quoi. Je ne sais pas s'il y a vraiment une spécificité, mais un technicien peut-être. Ouais, en fait, pour rebondir sur ce que disait Catherine Schmitt sur la réouverture des captages, en fait, c'est que je pense on peut aller au-delà. C'est-à-dire que si on ne parle que du captage, on reste en fait sur une zone très très limitée, alors qu'en fait, c'est l'ensemble des masses d'eau souterraines qui sont contaminées par les pollutions au nitrate, donc en fait les intrants azote de l'agriculture intensive et en même temps de l'utilisation des pesticides d'une façon générale, herbicides, fongicides. Et donc, c'est toutes les masses d'eau en fait qui sont, elles, contaminées. C'est-à-dire que ce qu'on observe au niveau des captages, vous pourriez l'observer s'il y avait un suivi régulier sur quasiment toutes les sources qu'il peut y avoir en fait à l'échelle d'un territoire. Donc, le faire au niveau des captages pour avoir leur réouverture, leur réutilisation, vu les problématiques qu'on pourrait effectivement rencontrer par la suite avec les problèmes de sécheresse. Voilà. En fait, c'est aussi qu'il faudrait abonder à aller au-delà de simples aires d'alimentation de captage et d'aller plus loin. Et en fait, il faudrait que ce soit carrément en fait toutes les terres agricoles qui soient moins soumises en fait aux pressions azotées et pesticides. En bio, on peut le dire. On peut le dire.
Oui, bah, je voulais soulever un problème qu'on n'a jamais abordé, qu'on n'entend jamais, et moi qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de normes de pollution globale sur l'eau. Alors le résultat de l'agrochimie, c'est qu'ils ont balancé à peu près, je crois qu'il y a à peu près 600 molécules en agriculture. Du coup, c'est incontrôlable, et en plus, ça permet aux industriels de la chimie de dire ben, nos produits ne sont pas toxiques parce qu'on les prend un par un. On ne prend pas la globalité. Il n'y a pas de norme de globalité de pollution. C'est une catastrophe quand on y pense. Et en plus, quand on fait de la chimie, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait un petit peu. Quand on mélange des molécules de chimie, il y a des réactions qui sont pas forcément bonnes. Là, il n'y a aucun contrôle. Zéro. C'est lamentable. Alors on dit que la pollution, il n'y en a pas beaucoup. Ah ben oui, mais si on prend la totalité, il y en a énormément. Et vous savez qu'il y a des centres, des captages qui sont mélangés avec d'autres pour diluer des pollutions différentes, pour pas faire dépasser les normes. Donc du coup, dans votre verre d'eau, vous avez 2 fois plus de produits chimiques, mais ce n'est pas les mêmes. Et du coup, ça c'est dans les règles. Donc c'est vraiment catastrophique. Hein. Et puis on parle aussi de l'eau. Pendant que j'y suis, je peux prendre un peu la part. On parle de l'eau. Il y a un problème qu'on ne se lève pas non plus sur l'eau. Et sur l'humus. Sur l'humus. C'est nous. C'est nous parce que les toilettes, il faut avoir que des toilettes sèches et que tout ce qui est pris au sol doit être donné au sol. Tant qu'on ne changera pas ça, il n'y aura pas d'évolution dans le bon sens. C'est clair, hein, faut être logique. Parce qu'en plus, on pollue l'eau avec ça. C'est dramatique. Donc voilà, c'est juste pour réfléchir à tout ça, parce que c'est des choses qu'on n'entend jamais. Et moi, ça me révolte, parce que c'est quand même des trucs, c'est le primordial, quoi. C'est par là qu'il faut commencer. Voilà. Ouais. Alors, j'avais juste un petit sondage comme ça à main levée. Combien de personnes dans cette salle ont des toilettes sèches? Ouais, il y en a quand même quelques-uns. Super. Ah, on est une petite dizaine. Super. Brice. J'ai pas de voix de toute façon. Je voulais revenir sur la question par rapport à qu'est-ce que je vois pour la Bourgogne. Ah, ça déraille, c'est terrible. En fait, la Bourgogne, c'est ce que je disais tout à l'heure à Laure et à Pascal, c'est que c'est dans le monde entier. La Bourgogne, c'est la gastronomie, c'est le vin. Tout le monde connaît la Bourgogne. C'est un des territoires les plus primés par les touristes. Et préserver l'eau, faire des bons aliments, c'est aussi quelque chose d'important pour faire des business résilients. Parce que si ça marche pas, comme on a vu dans le film, si on s'entend pas, si ça s'arrange pas, ça tombe par terre, c'est pas résilient, c'est pas bon, ça marche pas. Il faut faire des choses résilientes. La Bourgogne a vraiment des choses et des atouts mondialement pour se faire connaître. Et dans ce sens, justement, des projets écologiques, on peut donner des exemples et c'est passé dans l'action qu'on sera optimiste et positif. Et puis la nourriture, ouais, c'est vraiment... tout le monde connaît la Bourgogne, la bouffe bourgogne. Je vais introduire la prochaine question. Du coup, par rapport à la Grande Muraille Verte, on voit aujourd'hui un état des sols, potentiellement une énorme sécheresse. On voit que les terres, elles sont assaillies par les vents, elles sont assaillies par la déforestation, et qu'il a fallu en fait donner l'exemple pour que les agriculteurs du coin potentiellement se motivent. Du coup, la question, elle est double. C'est quel genre d'exemple on pourrait donner ici en France et quel est l'état de nos sols en fait au final? Alors ça, je pourrais pas trop répondre sur l'état des sols. Je pense qu'ils savent mieux que moi par rapport au Vietnam, parce que comme elle le dit à la fin de la vidéo, ça concerne tout le monde. Les sols au Vietnam, je veux même pas en parler. Parce que alors là, on est sur des taux de pollution. Il n'y a plus rien qui pousse. C'est quoi, pardon? Du coup, c'est comment est-ce qu'on donne l'exemple finalement et comment est-ce que les retours d'expérience que Mihan, je Mian. crois, Mian, Alors, quel oui. retour d'expérience elle peut nous faire pour en fait reproduire la même chose en France? Ben, faire des choses et être optimiste, en fait, c'est ça. Si on est dans l'action, comme c'est dit aussi dans le film, si on est dans l'action, ça se passera bien. On est occupé, on fait des choses, on se foire, on recommence. Mian, elle a plusieurs projets au Vietnam. Elle a une maison, par exemple, complètement en bambou qui récupère les eaux grises, avec une pisciculture pour les zones inondables. Donc les paysans, pendant la mousson, peuvent se planquer sur ces maisons-là qui vont flotter pour survivre un petit peu. Elle a des projets partout comme ça au Vietnam. Et donc, elle est dans l'action, elle se bat avec le gouvernement qui lui rachète des terrains à côté de chez elle pour pas qu'elle fasse des expériences. Il y a des histoires de dingue. Donc, être dans l'action, continuer, persévérer et être passionné. Voilà. Effectivement, c'est si on reste chez soi en se lamentant à chaque mauvaise nouvelle qui tombe,
À part un suicide collectif, je ne vois pas. Alors, par contre, se prendre en main et prendre à bras le corps les problèmes, même si ce sont de tout petits problèmes et qu'on les règle de temps en temps, eh bien, on a au moins ces satisfactions-là. On a au moins la satisfaction d'avoir entrepris à plusieurs quelque chose. Et puis, parfois, ça marche et c'est bien. Parfois, ça ne marche pas. Tant pis, on recommence. Tout ne marche pas quand on fait germer des choses. Parfois, ça ne marche pas. On fait une médiation. Et voilà. Mais oui, effectivement, je pense que notre gros problème, c'est ce que je disais, tout est global. Les sols, l'état d'humus des sols dépend des haies qu'on aura conservées, dépend du relationnel qu'on aura. Bon, l'agroforesterie, par exemple, l'apport de l'agroforesterie, parfois, est très intéressant parce qu'on va avoir l'apport des feuilles mortes. On va avoir ce genre de choses. On va avoir une vie du sol riche. On parle de perte de biodiversité. En ce moment, il va y avoir bientôt la conférence, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, l'équivalent de la COP climat pour la biodiversité. Et on s'aperçoit qu'on est en train de perdre des espèces à qui on n'a pas encore attribué de nom. Parce que ces espèces vivent dans nos sols. On ne les connaît pas. Ou très peu, ou très mal. On est en train de perdre des choses qui probablement aident actuellement la vie végétale à être ce qu'elle est, à être riche, à nous apporter une grande richesse, une grande diversité de nourriture. Peut-être qu'en perdant ces sols, parce qu'on n'a pas pris le soin de ces sols, parce qu'on aura mis 2 ans de suite, 3 ans de suite, on aura fait tourner des cultures toujours les mêmes, avec toujours les mêmes intrants, on aura abîmé ces sols, on aura perdu dans le sol des choses qu'on ne savait même pas les y trouver. Et ça, c'est à pleurer pratiquement, parce que qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on abîme chaque dizaine d'années un peu plus? Qu'est-ce qu'on abîme et qu'est-ce qu'on laisse aux jeunes générations? Eh ben, par précaution, alors là pour le coup, par précaution, je me dis que garder nos haies, garder la diversité des plantes cultivées, bah, c'est par ça qu'il faut commencer. On ne peut pas appauvrir sans arrêt les espèces qu'on cultive et les animaux qu'on élève, parce que c'est la même chose. Là, on a vu dans ton film, c'est magnifique, ces poulets gambadés, toutes ces bestioles gambadées, les oies, les canards, et c'est génial. Mais ce qu'on a, nous, dans Lyon, territoire bourguignon de haute gastronomie, c'est des poulaillers industriels et une seule souche de poulet à croissance rapide, qu'on retrouvera dans les fast-foods et dans les KFC et dans les nuggets et tout ça. C'est épouvantable. Ça, c'est épouvantable. En termes de biodiversité, c'est une catastrophe. De perte de biodiversité, c'est une catastrophe. Je parle trop, hein. Non, mais je crois qu'il faut insister sur les projets des poulaillers industriels. C'est catastrophique. C'est la malbouffe assurée. Et c'est vraiment un coup à l'image de marque de la Bourgogne terrible, hein. Plus le coût terrible au niveau social pour les agriculteurs qui ne vont pas s'en sortir avec les taux d'énergie qui remontent, le prix de l'énergie qui remonte, plus le prix de l'alimentation. Ils sont comme ça avec les banques, et ben, ils ne vont pas s'en sortir. Donc, nous, le message, c'est qu'il faut absolument les décourager de faire ces saloperies. Voilà, donc on rebondit sur quelle question maintenant? Du coup, là, la question, c'était comment est-ce qu'on peut, en gros, en quelque sorte, redonner l'exemple ou quels exemples on a envie de donner pour un peu préserver nos sols Alors, l'exemple, je crois qu'il est global, oui, comme tu disais. Donc, voilà, c'est très compliqué et même, ça a l'air simple comme ça. En fait, on dit la bio, bah oui, c'est sûr que c'est mieux. Mais après, c'est concrètement comment on fait. Donc, on a besoin de l'appui de tout le monde. On est tous concernés par cette question de l'alimentation. Et le constat, c'est que effectivement, on s'en est éloigné au fil du temps. Depuis 30, 40, 50 ans, ce n'est pas des métiers qui nous ont plu. Ça ne nous intéressait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti en ville, chercher le confort, la rapidité. Donc, toutes ces valeurs importantes, en fait. Donc, c'était plus de choix, plus de quantité, des goûts, les goûts industriels qu'on est habitué à avoir, donc les prix toujours plus bas, tout tirait vers le bas, et sans penser à l'origine. Et l'origine, c'était votre film aussi, c'est vos 2 films aussi. C'est ça, c'est la qualité de l'eau. Et donc, dans cette démarche, en fait, c'est nous tous consommateurs, si on pense à ça, si on pense à revenir à l'origine, alors on va peut-être pouvoir
donc évoluer et donc pas se contenter de boire du vin en Bourgogne. Donc, c'est ce qu'on m'a dit. Donc un technicien m'a dit, bah, écoutez, à ce moment-là, en Bourgogne, buvez du vin. Et du coup, parfois, juste changer nos habitudes de consommation. Voilà. Et... Non, on a envie de boire de l'eau aussi. Et l'eau, c'est la vie et c'est super important, évidemment, pour les femmes enceintes, pour les nourrissons. Là, on se trouve avec dans le film, donc avec une évocation assez rapide des problèmes. Donc, on a quand même 12 villages en 2021 où l'eau est interdite à la consommation au robinet. On en a 22 en 2022. Et est-ce qu'on en aura 32 en 2023? On verra, mais on n'espère pas. Du coup, bon, donc ça, c'est beaucoup. très négatif, alors qu'on est dans les solutions positives. Donc, tout à l'heure, tu disais que c'était à pleurer aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté triste dans tout ça. Bon, on est dans les solutions. Notre film est dans les solutions. On n'est pas dans la dénonciation, dans le constat dramatique des problèmes. Notre film est positif. J'espère qu'il l'est. On propose des choses. Et c'est la bio, c'est ça. C'est des idées qui ont été proposées depuis longtemps. Donc, c'est voilà, mon oncle à qui ce film est dédié. Merci Catherine et Sylvie d'avoir accepté que je le dédie à Jean-Michel. Donc ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'il s'est battu toute sa vie. On n'imagine pas à quel point le combat de ces personnes, alors qu'ils n'étaient pas écoutés du tout. C'était impressionnant. Aujourd'hui, ceux qui travaillent, les jeunes qui arrivent maintenant sur ces sujets-là, c'est aussi les pionniers. On a l'impression qu'ils redémarrent aussi eux-mêmes à zéro. Enfin, c'est impressionnant ce qu'ils font. J'ai bien aimé donc vos films aussi. Merci beaucoup. Génial. Du coup, il me semble que tu as introduit quelque chose d'assez intéressant qui est les habitudes de consommation et du coup d'accepter de ne pas toujours avoir un légume calibré, d'accepter de potentiellement réintroduire des toilettes sèches parce que ça aussi c'est un changement d'habitude. Et en gros, alors j'aimerais quand même laisser une dizaine de minutes à la salle pour pouvoir vous poser des questions, mais du coup j'ai juste posé cette thématique-là et puis voir si les gens ont envie de rebondir. C'est est-ce qu'on est prêt à changer nos habitudes de consommation? Du coup, est-ce qu'on peut faire passer On peut faire là aussi, on peut faire un sondage. Et peut-être que ces changements sont déjà intervenus pour beaucoup de ceux qui sont en face de nous. Qu'on ne voit pas, nous. Hein. Vous nous voyez, mais nous, on voit les spots. Hein. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? S'il faut, j'en ai qui sont prêtes. Bonsoir à tout le monde. Je voulais savoir où est-ce qu'on trouve les graines que vous avez cultivées. Alors du coup, c'est ça qui va être un petit peu difficile, c'est que en fait, la semencerie, en fait, les graines ont besoin d'un passeport sanitaire. Et donc ça demande beaucoup d'analyse. Et donc la seule manière de pas... et ça coûte très cher, du coup, faire ces analyses-là. Et donc, en fait, ils les vendent qu'en Franche-Comté. C'est-à-dire qu'en fait, on peut les commander sur Internet, mais c'est envoyé qu'en Franche-Comté. Et c'est retiré dans les fermes. Du coup, pour la semencerie, si vous connaissez personne en Franche-Comté, vous ne pourrez pas les avoir. Mais par contre, il y a plein de gens qui font le même genre de recherche. Donc, il y a par exemple Biogerme, il y a Sativa, il y a SM Bio, il y a par exemple Yannick qui travaille beaucoup pour AgroSemences. Et alors du coup, la semence bio, voilà. Et donc, il y a quand même en fait, ce qu'il faut chercher, c'est semences population. Et si on cherche voilà, des semenciers qui font de la semence population, c'est ça la différence. Et essayez de vérifier que ce n'est pas de l'hybride F1. Et c'est pareil pour quand on achète des plants. Si vous avez un jardin, si vous achetez des plants, c'est pareil, il faut demander si c'est des plantes F1. Parce que si c'est des plantes F1, elles n'ont pas toute l'expérience de toutes les générations. Et je voulais dire encore une chose. Et puis, ouais, aussi sur les légumes que vous achetez, pensez aussi à demander. Parce qu'en fait, c'est comme ça aussi qu'on va sensibiliser les gens dans les magasins ou les agriculteurs. En fait, on n'en parle vraiment pas beaucoup de ces semences population, alors que c'est le cœur, enfin, c'est vraiment une des bases du problème, et c'est l'alimentation. Il faut savoir que, en fait, au niveau international, il y a 5 semenciers qui font les semences hybrides et qui font la loi. Donc, ça veut dire que si eux, ils décident de doubler le prix ou s'ils décident d'arrêter certaines variétés, eh ben, on ne peut rien faire. Tandis que là, si chacun dans chaque région
fait ça, fait ce qu'on fait la semencerie, et ben, ça marchera et ce sera en local. Là, par exemple, la Réunion de la Faim, où il y a d'autres régions qui sont là, il y a Bio-Bourgogne. Et donc, Bio-Bourgogne, voilà, ils sont en train de monter un collectif pour faire la même chose, quoi. En fait, c'est pour ça que le film, il s'appelle Essaimons-nous. C'est que, voilà, ces idées-là, il faut qu'elles essaiment. Et il faut en parler. Si vous en parlez à votre maraîcher ou à votre producteur au marché, et ben, c'est comme ça qu'on plante une petite graine. Et après, il y a des plantes qui poussent. Oui, je voulais dire aussi par rapport à ce qu'on a vu, la réunion des groupes chez Thomas et Flora. Et en fait, dans ces groupes-là, il y a la Lorraine, l'Alsace et Rhône-Alpes où j'ai fait une formation semences pour les pros. Et du coup, il y a un démarrage de groupes locaux là-bas déjà maintenant dans ces nouvelles régions. Et il y en a une qui a démarré il y a déjà pas mal d'années et que je vais revisiter cette année, c'est en Île-de-France aussi. Donc ça bouge beaucoup. Et puis dans d'autres régions, bah, moi je ne vais pas dans d'autres régions, je reste plutôt sur le Grand Est, mais il y a d'autres régions où ça démarre pareil, hein. Il y a beaucoup de... Bon, par contre, ça est confronté maintenant à un problème qui est plutôt politique, hein. C'est que la bio est en difficulté. Parce que l'État français, déjà depuis Hollande, qui n'avait pas payé, justement, on l'a entendu dans le film, les cotisations, les aides bio, Macron a payé une partie des aides de Hollande qui n'avaient pas été payées, seulement maintenant il a supprimé la subvention. Et pour la redonner aux conventionnels sous le terme HVE. C'est lamentable et ça met en difficulté pas mal de bio, et puis du coup ça accentue la différence entre le bio et le non bio, forcément, puisqu'il y en a qui est financé plus que l'autre. Voilà, je voulais... Voilà. Pour trouver vos graines, je sais que certaines municipalités mettent en place à la bibliothèque ce qu'ils appellent des grainothèques. Donc, à voir avec la mairie de votre ville ou des villes alentours des communes. Voilà. Il y en a une, effectivement, au moins à la médiathèque de Joigny. Et je sais qu'il y a de nos problèmes. L'hygiène veut le faire aussi, mais bon, le budget, votre truc. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Par contre, j'avais une information pour les graines. Ici dans Lyon, vous avez quelqu'un qui en fait, c'est François Robiens, c'est les jardins de Thorin. Ah oui. C'est pas loin d'ici, hein. Et lui, il fait de la semence et on travaille aussi ensemble avec lui dans le groupe Bourgogne. Donc vous pouvez les avoir localement ici, là-bas. Jardin des Torrents. Oui. Merci. Moi, j'aurais une question, plus un rebond sur ce que vous avez dit. Vous nous invitez un peu à nous poser des questions. Est-ce qu'on peut être des consommateurs, etc. Je pense que là, dans la salle, il y a surtout des gens qui sont assez convaincus et qui, chacun à sa manière, essayent. Et c'est super intéressant de voir comment on peut faire et ce qu'on peut soutenir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas quand même aussi une lutte de fond à avoir contre un système qui est politico-industriel et qui, dans tous les domaines, sur l'eau, sur les pesticides, sur les semences, on retrouve toujours ce système qui, en fait, cherche des énormes volumes pour automatiser au maximum et dégager des bénéfices, des marges de bénéfices, et qui, en fait, broie tout sur la route, sur son chemin. Et est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse vraiment pression et qu'on fasse poids en tant que citoyen pour exiger que le système de référence change et que les priorités changent? Moi, c'est ça que je me demande. Oui. Bah, ça c'est une bonne idée. Et je peux l'accentuer, hein, si vous voulez, en plus, hein. Parce qu'en fait, tout ce qui est importé ne correspond pas aux normes françaises. Normalement, ça devrait être interdit, et pourtant, ça passe. Exemple, les sojas transgéniques qui sont importés en France, il y a eu des analyses qui ont été faites par un syndicat agricole. Au minimum, il y avait 10 fois la dose autorisée de glyphosate dans la semence. Et ça passe sans aucun contrôle. Ah, peut-être en Italie, je ne sais pas. Mais en France, il en rentre des milliers de tonnes, quoi. Donc ça se retrouve où, ça se retrouve dans les viandes des élevages industriels, dans les effluents d'élevage qui vont finir dans les champs des paysans. Et après, le glyphosate, on dit c'est les Français qui le mettent. Pas tant que ça. Quand on regarde comme ça, c'est... Enfin, moi, je suis en bio, ça ne me concerne pas, hein, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas là, qui est énorme. Moi, je suis assez d'accord avec ton analyse. J'ai envie de te tutoyer. Mais du coup, on essaye tous. On essaye, je pense que, comme tu dis, là, les gens dans la salle, ils essayent tous à leur échelle. Et donc, comment ce changement de valeur, comment on arrive à passer au niveau au-dessus, quoi? Moi, j'ai pas la réponse. Je pense que si
les gens qui sont ici, on avait la réponse, on n'en serait pas là. Alors du coup, t'en as une. Après, il y a l'engagement citoyen, il y a l'engagement politique. Enfin, voilà, moi je sais, par exemple, je suis élue dans une toute petite mairie, mais je suis élue et on met en place un... Mais je sais bien. Et donc, Mathieu, tu es aussi élu. Et tu es démasqué. Et du coup, voilà, moi, j'essaie de mettre en place un plan local d'alimentation. Enfin, on essaye tous à petite échelle, mais... Voilà, on est à petit, ça fait une boule de neige, quoi. Hein, mais j'avais du temps. J'ai une proposition assez simple à vous faire. Il y a encore des films demain, donc chacun d'entre nous, on amène une ou deux personnes. Bravo. Il est 22h30, il me semble que c'est l'heure. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de poser une dernière question qui brûle les lèvres? Et puis ensuite, on ira vers le cocktail. C'est ce qu'a dit la dame Sylvie, là, c'est en fait comme le colibri, quoi. Chacun fait quelque chose, on en fait un peu une part. Hein. Vous dites deux personnes, amener deux personnes, ben, c'est des actes de tous les jours, même petits, mais qui peuvent faire. Moi, je voulais vous dire, quand j'ai vu les films, ils sont tous formidables. Sur les semences, je me demande, je suis contente que vous soyez là, et je me demande, vous avez dû... comment dire, créer les foudres de Misanto. Et je me demande comment vous avez fait pour en fait faire tout ça. Parce que, et comme vous l'avez dit, on a pris la semence au producteur, on l'a pris, vous la réappropriez, quoi. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que moi j'adore le film Chemin de terre et d'eau. Je trouve que vraiment, déjà le titre, c'est de la poésie. Et en fait, bravo, non mais bravo Pascal, parce que c'est vraiment un film qui montre la beauté de l'eau. L'eau, c'est la vie, mais souvent on oublie sa beauté, et sans eau, ça va jusqu'au miracle. Et ça vaut l'eau, on ne peut pas vivre, on est bien à 90% d'eau. Et je trouve que la musique est super. Alors, en fait, la musique, elle est... Mais c'est vraiment digne d'un poète, quoi. C'est bravo. Et chaque fois, moi je le vois, mais chaque fois que je le revois, franchement, je dis bravo et c'est formidable, quoi. C'est ça que je voulais dire. Juste pour ponctuer, c'est très bien de parler du colibri, mais moi le colibri, je le verrais bien façon pélican. Avec un peu plus d'eau dans le bec. Et puis globalement, j'enverrai toute une armée de pélicans, parce qu'un seul petit colibri, au stade où on en est, ça va pas suffire, non. Mais quand on voit Jean-Michel, comme a dit Pascal Delagneau, en fait, dans les années 68, ça a été ou 70, ils étaient, seuls, ils étaient regardés de travers, ils étaient vraiment... Et bon, ce qui est difficile, c'est de revivre ça encore, mais bon, on peut dire que ça avance quand même. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que quand vous parlez de pollution, donc en fait, les pollutions, voilà, comme il a dit, il y a beaucoup de polluants, donc c'est un scandale que bien sûr on n'ait pas tous les polluants. Et surtout, je peux vous dire que les normes, on les change. Parce que moi j'ai vu ça. Les normes, elles changent discrètement. Quand on voit que le seuil, finalement, on fermerait trop de puits, et les normes, discrètement, le changent. Et ça dépend des départements. J'avais juste un petit message à vous faire passer. Avant de réaliser ce court-métrage de 26 minutes, on a réalisé 10 petites vidéos de 6 minutes que vous trouvez sur YouTube en tapant la bio pour tous dans Lyon. Et donc, il y a d'autres exemples où les gens vont plus dans leur exploitation, etc. Et il y a plein de choses à apprendre de ces petits films. Et tous ces films ont été vraiment initiés par Jean-Michel Delagneau, qui était adhérent dans nos associations, une fois qu'il n'a plus été élu. Et donc, on est très, très content de transmettre sa passion, tout son choix de vie. Enfin bon, il était complètement droit dans ses bottes, ce bonhomme-là. Et il n'avait pas froid aux yeux. Hein. Moi, je l'ai vu, il y allait, mais alors incroyable, rien ne l'arrêtait.
préfet, machin, ministre, tout le monde y passait et il a été respecté. Voilà. Donc, on fait tous pareil et ça changera. Voilà. Est-ce que vous me permettez de poser une dernière question? Je suis là. Je profite du micro qui passe pour poser une question à Christophe Saillet. J'habite Rozoy et depuis quelques années, on nous dit que l'eau est impropre à la consommation pour les femmes enceintes. On nous dit et redit que cette eau, et c'est un constat, est donc impropre. Alors, je vous pose la question, monsieur Saillet, quel est le rôle de l'ingénieur eau et environnement? Quelle est votre action à l'encontre ou à l'endroit de ce problème? Merci. Question piège. Bon, en fait, alors moi, sur ce que j'ai fait, sur ce que je fais du point de vue en fait qualité de l'eau, j'ai fait des études de délimitation de bassins d'alimentation de captage. Donc là où on va chercher en fait à essayer d'identifier le territoire sur lequel en fait une goutte d'eau qui tombe sur ce territoire parvient au forage et servira en fait à la production et à la distribution de l'eau. Maintenant, sur cette distribution, enfin sur cette production et distribution de l'eau, comme vous le savez, comme beaucoup d'entre vous le savent, il existe des normes de qualité en fait qui sont élaborées par le ministère de la Santé sur des recommandations qu'elles soient européennes ou internationales, et que donc en fait on utilise ces normes pour définir si effectivement on peut utiliser ou non une eau pour la production et sa distribution. Maintenant, moi, en tant qu'ingénieur d'études et quand je fais une étude de bassin d'alimentation de captage, je n'interviens pas directement sur la qualité de l'eau. Moi, je pars d'un fait concret, c'est-à-dire à partir de toutes les analyses qui ont été réalisées, et de dire, bon, voilà dans quel état se trouve votre masse d'eau. Voilà, est-ce que vous pouvez ou non continuer à l'utiliser? Et si votre eau, l'eau que vous utilisez, qui vient de votre forage ou de votre source, n'est pas conforme à la qualité, soit on met en place un système curatif dont le problème est son coût financier, à la fois en investissement et en fonctionnement, soit on part, malheureusement, et c'est ce que décrit un peu aussi la problématique de l'eau, c'est-à-dire la fermeture de captage, soit on ferme ce captage et on va chercher une autre ressource. Alors l'autre ressource, elle peut être en fait soit une ressource, on va dire, plus profonde, on va aller chercher plus profondément dans le sol, dans le sous-sol, une eau qui sera de meilleure qualité, qui n'aura pas les problèmes, notamment en fait, dont vous parlez à Rozoy, pour les femmes enceintes. Donc c'est essentiellement en fait des problèmes de nitrate, mais il y a certainement aussi peut-être des problèmes de pesticides. Donc si on va chercher en fait une eau de qualité, en fait si on va chercher une eau plus profonde dans le sous-sol, on va certainement éliminer en fait nos problématiques de qualité. Enfin, on va essayer de retrouver une eau de qualité qui soit conforme à la réglementation. Soit on va passer en fait sur de l'interconnexion avec une ressource voisine. Donc là, on va tirer des tuyaux sur de la distance qui aura aussi un coût d'investissement pour la collectivité et donc au final un coût qui va se répercuter sur le consommateur, l'abonné, donc avec un prix au mètre cube qui peut augmenter. Et je dirais que c'est à peu près les seules solutions que moi, je vais pouvoir proposer. Alors, sinon, on peut, en fonction, finalement, enfin, on dirait que, enfin, il peut y avoir encore une troisième solution, en fonction, en fait, de la qualité ou du niveau de la qualité de détérioration, enfin, le niveau de détérioration de la ressource, on peut effectivement ensuite mettre des actions préventives en place. Le problème, c'est aujourd'hui, c'est ce qui est fait dans un certain nombre de cas et c'est ce qui est recommandé aussi, notamment par les agences de l'eau, parce que ce sont elles les principales financeurs en fait de tout ce travail-là. C'est l'agence de l'eau qui perçoit en fait de l'argent
quand vous payez en fait votre eau, quand vous en fait votre abonnement en eau potable et aussi en assainissement. Donc les agences de l'eau en fait redistribuent cet argent pour mettre en place ensuite des actions de prévention. Pour plus de détails, parce que du coup, il y a l'heure qui tourne. Pour plus de détails, il y a encore le petit banquet, enfin, il y a la petite collation après. Donc peut-être que si jamais vous voulez rentrer plus dans le détail, ce serait intéressant de directement aller se voir à la fin, parce qu'en plus, il nous reste une petite dernière question. Je termine juste sur le fait que les actions de prévention, qui sont celles qui sont recommandées, en tout cas par les agences de l'eau, leur difficulté, en fait, c'est elles se font sur du long terme. En fait, le résultat va être sur du long terme parce que en fait, votre masse d'eau que vous utilisez pour la production, elle a une inertie qui n'est pas en fait instantanée. Donc, c'est voilà, les grandes difficultés en fait des captages qui sont de mauvaise qualité. C'est l'inertie de la masse d'eau pour revenir en fait à une qualité correcte. Alors, est-ce que du coup, on réussira à avoir une question très courte et du coup une réponse très courte? J'avais juste envie de souligner en fait la beauté des objets qu'on a vus ce soir. Et du coup, est-ce que c'est pas aussi par là, par la beauté, et donc peut-être en allant voir les captages, puisqu'ils sont visitables de temps en temps au moment des Journées européennes du patrimoine. Et effectivement, moi je félicite les trois réalisateurs pour l'esthétisme qu'on nous donne à voir pour nous intéresser au sujet. Merci beaucoup. Merci à tous. Pour tous les trois. Et vous allez pouvoir remercier aussi après. De toute façon, que dire de plus ? On vous retrouve demain ? Que dire de plus ? Oui, ça a l'air très très compliqué en fait, toutes ces solutions qui sont proposées. Et donc, une fois que c'est sous terre, on ne maîtrise plus. Quand tout est... toutes ces molécules qu'on appelle des métabolites, quand elles sont... on croyait qu'elles allaient disparaître, en fait. On a cru. C'est-à-dire que les paysans qui étaient en conventionnel ont cru que c'était possible de continuer à cultiver comme ça et que ça se désagrégeait et que ça ne posait pas de problème. Mais ils ont été induits en erreur par un système et même par des vendeurs de produits phyto pour de l'argent. Et même mon oncle, à qui tu as rendu hommage, et donc je remercie, enfin, voilà, je le fais aussi parce qu'il serait enchanté et ravi d'être là et il serait heureux de voir le résultat de ce qu'on a fait. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire après? Je ne sais plus, mais c'est pas très très grave. Il y a tellement à dire. Merci beaucoup.